Connaissance, recherche, sciences, dessin, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, nature. Donc je continue sur ce projet de construction d'une cellule photoélectrochimique, hein, comme je vous l'ai indiqué, et là on va regarder plus spécifiquement qu'est-ce qu'il faut faire, notamment du côté de la cathode, pour réduire l'eau en hydrogène. Alors la dernière fois on a vu une chose, on a vu des très beaux systèmes enzymatiques, hein, les hydrogénases, de façon assez complète, je crois, qui sont aujourd'hui dans la nature les meilleurs catalyseurs pour faire cette réduction. Lorsque dans des micro-organismes comme les microalgues, ils sont couplés à des photosystèmes, on est bien dans un mécanisme de photo-réduction de l'eau en hydrogène. Là, vous allez voir, il s'est passé un certain nombre de choses intéressantes au cours de l'année qui vient de se passer, enfin des 2 dernières années, aussi bien en utilisant des systèmes enzymatiques qu'en utilisant des complexes, enfin des systèmes chimiques de synthèse, et des fois en combinant les deux. Et là, vous allez voir un petit peu l'imagination que le biochimiste, peut avoir pour aller vers ce dispositif. Alors, à nouveau, hein, le dispositif, c'est celui-là. Hein. Voilà ce qu'on veut faire. Hein. Vous allez voir ce type de diapositive souvent. C'est vraiment l'objectif. Hein. L'objectif, à nouveau, c'est de combiner soleil et eau pour produire un carburant qui est l'hydrogène. Et donc, si vous voulez faire ça, il faut que les électrons de l'eau puissent parvenir aux protons de l'autre côté pour être réduits en hydrogène. Ce faisant, comme dans le photosystème, en étant oxydé, l'eau devient de l'oxygène, donc il y a de l'oxygène qui est produit sur l'anode, et il y a donc de l'hydrogène qu'on récupère de l'autre côté. Alors, quels sont les problèmes ? Je l'ai déjà dit, mais je les répète, c'est que ces processus-là de réduction de l'eau ou d'oxydation de l'eau sont des processus multiélectroniques, donc cinétiquement extrêmement lents, donc il faut des catalyseurs. Donc ça, c'est le premier aspect, nécessité de catalyseurs aussi bien du côté anode que du côté cathode. L'autre aspect, c'est qu'évidemment, cette réaction est thermodynamiquement interdite, et il faut de l'énergie. Et évidemment, cette énergie, elle vient de la lumière, elle vient du soleil. Et donc, l'idée ici, c'est d'avoir un matériau à l'électrode, j'ai appelé PS, hein, ça veut dire photosensibilisateur, une entité qui est capable de stocker l'énergie, d'attraper les photons, l'énergie lumineuse, de faire une séparation de charge, et ce faisant, créant un trou très oxydant, c'est ça qui va permettre l'oxydation de l'eau, et un électron excité, très réducteur, qui est celui qui va partir pour aller réduire les protons. Alors, ce rêve-là, hein, à nouveau, eau et lumière, je crois qu'on peut ramener le début de cette histoire au fameux papier de Fujishima et Honda dans Nature en 1972. Je crois que c'est vraiment le point de départ. Et c'est l'utilisation d'oxyde de titane. Vous savez, hein, ce matériau est maintenant très très utilisé dans tout un tas d'applications. C'est un semi-conducteur, et dans ce papier, alors avec des rendements extrêmement faibles, ces gens démontrent que, soumis à de la lumière, il est possible d'envoyer des électrons de la bande de conduction de ce semi-conducteur, de la bande de valence de ce semi-conducteur dans la bande de conduction. À ce moment-là, on crée un trou, et à la surface de ce trou, enfin ce trou évidemment doit se propager à la surface, où l'eau réagit avec le trou. À ce moment-là, on a l'oxydation de l'eau.
et l'électron de la bande de conduction peut, en se déplaçant à la surface, réduire l'eau en hydrogène. Alors, il y a tout un tas de problèmes liés à ça, et c'est pour ça que ce n'est pas la solution, il faut trouver autre chose. Dans un premier temps, il n'y avait pas de catalyseur pour ça. C'est d'abord, et je crois qu'il faut regarder les énergies ici impliquées dans la bande de conduction, bande de valence. Si je prends TiO2 à nouveau dans cette configuration, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez d'une part que l'énergie de la bande de valence est suffisante pour oxyder l'eau en oxygène, c'est comme ça que se lit ce diagramme, et l'énergie des électrons dans la bande de conduction sont suffisamment réducteurs pour réduire l'eau en hydrogène. Donc ça colle parfaitement bien, c'est un matériau qui va très bien. Gros problème, c'est que la différence ici, c'est 3,2 électronvolts, et donc on est dans les photons UV. Et comme vous le savez, si on veut utiliser le soleil, ce n'est pas des UV qu'il faut, c'est de la lumière visible. Donc ce gap entre valence et conduction est trop élevé. Donc c'est un premier verrou, c'est qu'il faut des matériaux qui absorbent dans la lumière visible. Alors, ok, donc si on va dans la lumière visible, un exemple, j'y reviendrai, c'est les oxydes de fer. Alors c'est très très intéressant parce que là on a des matériaux qui sont très abondants, qui sont faciles à récupérer, etc. etc. Le problème c'est qu'évidemment si vous réduisez ce gap, vous avez très certainement le risque de rentrer soit la bande de valence, soit la bande de conduction entre les deux niveaux d'énergie. C'est typiquement le cas du fer. Ici, vous voyez que cet oxyde de fer peut être utilisé ici pour faire des trous qui oxydent l'eau, mais sa bande de conduction est à une énergie qui n'est pas suffisante pour faire ça. Donc là, il y a un dilemme. Et puis vous avez aussi des matériaux où c'est l'inverse, comme ces phosphures de gallium et d'indium, où vous voyez ce niveau-là est au-dessus du niveau H2O2. Donc c'est pour ça que je dis, dans ce cas, ils ne peuvent pas à la fois réduire et oxyder l'eau. Par ailleurs, évidemment, il y a des tas de processus complexes qui se passent dans le bulk du matériau, et il faut que ce matériau sache gérer la séparation de charge avant qu'il y ait des recombinaisons en particulier entre les plus et les moins, avant qu'il atteigne la surface, ce trou et cet électron. Et une fois qu'il est à la surface, il faut que ce trou ou cet électron soit suffisamment réactif pour... et donc là, il faut des cinétiques de réaction extrêmement fortes pour que, évidemment, ça devienne compétitif, je veux dire la réaction avec l'eau, en réduction ou en oxydation, pour que ça devienne compétitif par rapport aux réactions, à toutes les réactions qui vont conduire à une élimination des espèces actives dans le matériau. Donc il faut des catalyseurs, et je l'ai déjà évoqué, et en particulier il faut des catalyseurs sans métaux nobles, puisque là aussi, développement durable, il faut des métaux dont on est à peu près assuré qu'ils existeront ou qu'ils seront disponibles sur une longue durée. Donc ce n'est pas le cas du platine, du rhodium, enfin, etc. Sans parler de problèmes de coût, bien sûr. Évidemment, trouver des matériaux dans lesquels on peut limiter les recombinaisons de charge. Donc voilà, c'est ce qui est évoqué ici avec TiO2. Alors, comme je l'ai dit, si on prend il existe bien des matériaux semi-conducteurs qui absorbent plus dans le visible, comme des nitrures ou des nitrures métalliques, des oxydes mixtes, oxydes de nickel, titane, indium, des semi-conducteurs qui sont ici, vous voyez, mais comme je l'ai dit, il va falloir autre chose, il va falloir un système qui apporte une énergie supplémentaire pour qu'on puisse descendre ce niveau-là, afin qu'on puisse faire de l'oxydation. Il y a eu beaucoup de travaux pour ajouter aux oxydes métalliques et aux semi-conducteurs des catalyseurs. Les gens ont évidemment commencé par les métaux nobles parce que ce sont les plus efficaces, mais il faut aller vers du nickel, du cobalt, du fer et du manganèse
pour la catalyse. Et évidemment, je parlerai pas mal de complexes moléculaires, et en particulier les complexes bio-inspirés, qui viennent de la compréhension des systèmes, par exemple, de type hydrogénase ou photosystème. Voilà. Et à ce moment-là, le système peut se compliquer un tout petit peu plus, où vous avez votre particule de TiO2, et puis vous avez en plus à la surface des catalyseurs. Il y a des systèmes comme ça qui marchent un peu mieux que ce que j'ai montré initialement, avec du platine pour faire de la réduction de l'eau en hydrogène, et avec, par exemple, des oxydes de ruthénium qui sont des bons catalyseurs d'oxydation de l'eau en oxygène. Mais là encore, c'est du ruthénium, il faut faire mieux que ça. Lorsque on a des problèmes ici avec une des bandes, ici la bande de valence qui n'a pas l'énergie suffisante pour oxyder l'eau en oxygène, il y a eu des dispositifs, vous voyez, fin des années 90, c'est un dispositif assez intéressant dans lequel on couple le système que j'ai décrit ici à une cellule photovoltaïque. Donc on rajoute un élément photovoltaïque pour apporter l'énergie supplémentaire qui n'existe pas dans le matériau semi-conducteur. Voilà. Et les rendements, à ce moment-là, peuvent devenir plus intéressants autour de 10-15%. Et là, on a des choses qui sont utiles. Le problème dans un dispositif comme ça, vous voyez, fin des années 90, c'est qu'on a des matériaux ici qui sont assez coûteux, assez fragiles, et que vous voyez que de l'autre côté, le dispositif utilise du platine, et ça, c'est aussi à exclure. Voilà. Si on va donc vers cette cellule photoélectrochimique dont je parlais, et si on abandonne l'oxyde de titane pour aller vers des matériaux, par exemple, de type oxyde de fer, à ce moment-là, le dispositif est un tout petit peu plus complet, éventuellement, c'est-à-dire qu'à côté de la photoanode, vous voyez, où vous avez oxydation de l'eau en oxygène à cause du trou qui est créé ici, qui a le potentiel suffisant pour oxyder l'eau. Les électrons qui s'en vont, mais sauf qu'ils n'ont pas de potentiel suffisant pour réduire l'eau en hydrogène. À ce moment-là, vous rajoutez, à côté du catalyseur sur la cathode, vous rajoutez un second photosensibilisateur qui doit être éclairé, et à ce moment-là, vous voyez que vous créez un trou dans le photosensibilisateur qui a un potentiel beaucoup plus bas que celui du catalyseur. À ce moment-là, les électrons peuvent tomber ici, et l'électron qui a été éjecté ici peut aller dans le proton catalysé par le catalyseur. Donc, il y a la possibilité, vous voyez, par ce dispositif-là, donc par deux photosensibilisateurs, enfin un semi-conducteur ici et un système moléculaire qui est représenté ici, et ce sont des choses qu'on essaye de développer, un photosensibilisateur et un catalyseur pour réduire l'eau en hydrogène. Là encore, c'est si on veut utiliser des matériaux comme les oxydes de fer qui ont cette configuration ici dans ce diagramme énergétique. Le raisonnement serait exactement le même avec des oxydes de tungstène, vous voyez, qui a la même propriété. Voilà, donc nécessité maintenant d'une photocathode, c'est-à-dire qu'il y a une photoanode plus une photocathode, à nouveau parce que le potentiel des électrons n'est pas assez négatif et le potentiel du catalyseur est trop négatif. Et de préférence, et le calcul montre que si on a deux photosensibilisateurs qui absorbent dans des fractions complémentaires du spectre solaire, à ce moment-là, on a une absorption plus intéressante du spectre solaire et on peut augmenter des rendements et théoriquement, on peut arriver à quelque chose comme 30-35%. Voilà. Alors, quelques mots. Alors là, on est dans de la chimie maintenant qui est assez bien connue, assez classique, mais je crois que c'est important de regarder comment fonctionnent ces photosensibilisateurs. Je l'avais évoqué lorsque je parlais du photosystème, mais vous voyez, vous prenez une réaction qui est souvent utilisée lorsqu'on étudie la réduction des protons en hydrogène, la production d'hydrogène, mais lorsqu'on ne sait pas utiliser l'eau comme donneur d'électrons, c'est très très difficile, on l'a vu, le photosystème sait faire ça, mais on n'a pas encore, nous, au niveau technologique, le système qui sait faire. Donc on utilise des réducteurs. Ici, ça peut être une amine, des réducteurs qu'on dit sacrificiels parce qu'on les consomme à mesure qu'on produit de l'hydrogène. Vous voyez, donc, cette réaction est thermodynamiquement défavorable et l'énergie qui manque, enfin, qui est nécessaire pour faire cette réaction, c'est une énergie qui peut être fournie par la lumière visible.
Et là, typiquement, c'est un exemple, que ce soit les protons, l'eau ou l'amine, aucun de ces réactifs n'absorbe les photons de la lumière. Donc, il faut un photosensibilisateur. Alors, ça, c'est vraiment la star, entre guillemets, hein, parce que c'est du ruthénium, et c'est la star des photosensibilisateurs, c'est ces fameux complexes diimine, trisdiimine ruthénium, le plus classique étant le trisbipyridine ruthénium, qui est un modèle qui a été extrêmement étudié sur le plan de ses propriétés chimiques, de réactivité, ses propriétés photophysiques. Et c'est juste pour vous donner un petit peu le principe, c'est-à-dire que, vous voyez, lorsque le ruthénium, ici à l'état 2+, a ces deux électrons donc couplés dans une orbitale, le ruthénium 2+, est un très très mauvais réducteur. Le couple ruthénium 3, ruthénium 2 est à 1,26 volts hein, par rapport à l'électrode au calomel. Et le ruthénium 2+, est un très très mauvais oxydant, puisque le couple ruthénium 2+, ruthénium+, est à moins 1,28 volts. Donc c'est vraiment un très mauvais réactif. Si il absorbe un photon à 450 nanomètres, à ce moment-là, ça a comme effet d'éjecter cet électron sur l'orbitale supérieure, et à ce moment-là, vous avez transitoirement un ruthénium qui est excité, vous avez créé un trou ici, et vous avez créé un électron excité de l'autre côté. Eh bien, dans cet état excité, le ruthénium 2+, devient un très très bon réducteur, puisque maintenant le couple ruthénium 3+, ruthénium 2+, toujours 2+, mais dans cet état excité, est à moins 0,86 volts. Hein. Donc vous êtes passé de 1,26 et vous êtes tombé à moins 0,86. Et à l'inverse, ce trou est très oxydant, il a envie d'attraper un électron, et le couple ruthénium 2+, Re+, devient un couple très oxydant à plus 0,84 volts. Évidemment, s'il ne se passe rien, s'il n'y a pas des réactifs, s'il n'y a pas de catalyseur pour accélérer la réaction avec les trous et les électrons, je l'avais dit pour les semi-conducteurs, c'est la même chose, cet électron retombe au niveau fondamental et on a perdu simplement, on a observé un photon pour rien aussi, on a chauffé le système, enfin, donc on n'a pas traduit l'absorption du photon en termes de transfert d'électrons. Voilà. Et à ce moment-là, voilà, le bilan devient, il faut créer cette espèce transitoire, et si on arrive à faire ces deux réactions, d'une part, l'électron ici va réduire les protons, et là il peut le faire parce que le potentiel le permet maintenant, hein, puisque moins 0,86 volts est suffisamment réducteur pour réduire les protons en hydrogène. Et une fois que le ruthénium 3 est formé, il peut être là, à ce moment-là, réduit par l'amine, et à ce moment-là, le système peut tourner de façon catalytique. Voilà le principe. Alors, ensuite, il faut l'aspect catalyseur. Donc, ce qui se passe, c'est que, et là on va regarder tout le cheminement électronique, lorsque vous avez un photon qui éjecte un électron ici dans l'orbitale, en fait l'orbitale supérieure ici, dans laquelle l'électron finit, avec cette absorption de photons vers 450 nanomètres, c'est une orbitale qui est localisée sur le ligand. Et en fait, vous avez un début de séparation de charge. C'est ça qui est intéressant avec ce système. Hein, à ce moment-là, ce ruthénium 2+ étoile, c'est en réalité un ruthénium qui est plutôt 3+, et avec un électron qui est localisé sur le ligand. Et à ce moment-là, si vous avez tout de suite la possibilité d'envoyer cet électron grâce à un catalyseur dans les protons, à ce moment-là, la séparation de charge est bien finalisée. Donc, vous avez à ce moment-là le ruthénium 2+ qui envoie un électron dans le catalyseur. Vous voyez, la charge moins est passée du ligand au catalyseur, et ensuite, ce catalyseur, évidemment, il faut qu'il ait le potentiel pour envoyer les électrons dans les protons, et ça produit de l'eau et de l'hydrogène. Voilà. Alors, c'est quand même à peu près ce qu'il se passe lors de la photosynthèse, et si je prends le système, vous voyez, présent dans certaines cyanobactéries, j'en ai parlé, et certaines microalgues, à savoir que certains des électrons qui sont produits, qui viennent de l'eau, après un deuxième photon au niveau du photosystème 1, certains électrons ne vont pas à CO2 pour faire des sucres, des lipides, des molécules à haute teneur énergétique, mais vont dans ces enzymes hydrogénases dont on a parlé la dernière fois pour faire la réduction des protons en hydrogène.
Donc vous voyez ici, dans la nature, vous avez bien un système de type photosensibilisateur. Ici, c'est le photosystème 1. Ce n'est pas le photosystème 2, où se passe l'oxydation de l'eau en oxygène. C'est le photosystème 1 et un catalyseur de type hydrogénase. Donc c'est exactement ce que j'ai décrit tout à l'heure. C'est ce qui se passe dans la nature ici avec PS1 hydrogénase. Alors, ici, évidemment, il y a des électrons qui arrivent. Ça peut être ce qu'on veut. Vous allez voir que tout à l'heure, dans certaines choses que je vais vous présenter, il y a des gens qui vont utiliser ces systèmes, mais alors de façon isolée, pour faire des électrodes qui fonctionnent dans la production d'hydrogène, mais où les électrons ne viennent pas de l'eau, comme c'est indiqué ici, mais viennent éventuellement d'une électrode, de l'électricité. En tout cas, dans le système photosynthétique, ici, la réduction, c'est l'eau qui réduit l'eau en hydrogène et en oxygène. Et donc, pour chaque électron, on a 2 photons, je l'ai déjà expliqué. Voilà. Alors, à partir de là, il y a eu, à partir des années 2007-2008, sur cette base-là, des recherches pour essayer d'élaborer des systèmes qui combinent à la fois un photosensibilisateur et un catalyseur pour faire la réduction de l'eau en hydrogène. Les électrons, dans un premier temps, ne venant pas de l'eau. Ce n'est pas de la photosynthèse artificielle, c'est de la photoréduction de l'eau en hydrogène. Et donc, quelle a été la démarche? Il s'agissait d'abord de trouver le bon catalyseur. Et donc, toujours pareil, un des critères, c'est on exclut le platine, le rhodium, etc. D'autre part, il faut trouver le bon photosensibilisateur. Si c'est un métal non noble, ici, le ruthénium, évidemment, ce n'est pas un très bon choix, mais les premiers travaux ont porté là-dessus. Ensuite, il faut construire, on peut imaginer de construire un système supramoléculaire, c'est-à-dire un ensemble assez complexe qui combine à la fois des propriétés de collecte des photons et de séparation de charge et l'aspect catalyseur. Et puis, de préférence, si on peut travailler dans l'eau, c'est encore mieux, plutôt que de travailler dans un solvant organique où on ajoute des protons. Et donc, l'idée, c'est de construire des molécules qui combinent un collecteur de photons, un catalyseur, et les deux reliés par toutes sortes de méthodes. Et le connecteur, ici, peut jouer un rôle très, très important dans la connexion entre la partie collecte de l'énergie lumineuse et la partie catalyseur. Alors, évidemment, mais je vous parle de ça parce que c'est un domaine dans lequel le laboratoire a eu des travaux pionniers, et je vais vous en parler et puis vous montrer comment, qui ont été publiés en 2008, et je vais vous montrer comment les choses évoluent depuis. Quand on regarde aujourd'hui, très objectivement, quand on regarde aujourd'hui la littérature, on voit d'une part des complexes, des catalyseurs, qui sont des modèles d'hydrogénase. En particulier, Frédéric Glohagen, tout à l'heure, va nous parler d'une grande famille de ces modèles. Oui, j'aurais dû, dès l'entrée, mais je le ferai plus tard, remercier Frédéric d'avoir accepté de donner sa vision de ces modèles d'hydrogénase. On sera là vraiment dans la chimie. Donc il y a cette famille-là. Et puis, il y a un certain nombre de complexes. Et les 2 complexes que je vous mets ici, de mon point de vue, sont aujourd'hui, en termes d'efficacité catalytique, de stabilité et de surtension, les catalyseurs les plus efficaces. Non, j'en montre qu'un. Bon, j'en montrerai un autre la prochaine fois ou tout à l'heure. Donc ça, c'est une des familles les plus efficaces, c'est les cobaloxymes. Ce qui est intéressant, c'est que le premier à mettre en évidence que ce sont de bons catalyseurs, mais dans des conditions qui n'étaient pas optimisées, c'est Jean-Marie Laine, en 1983, dans le Nouveau Journal de Chimie. Je crois qu'il y avait Sauvage avec lui, et peut-être Raymond Zissel sur ses travaux. Tous strasbourgeois, encore aujourd'hui. Voilà. Je vous rappelle d'ailleurs je vous annonce que Jean-Marie Laine termine sa carrière au Collège de France cette année. Il prend sa retraite à la fin de l'année. Et le 4 juin, il donne sa dernière leçon. C'est affiché, tant mieux. Donc
j'ai souhaité qu'il y ait une manifestation un peu particulière. Pour les chimistes, ça doit être un grand événement, donc vous êtes bien sûr invités c'est 4 juin dans l'après-midi. Ce sera, je crois, un grand moment. Il va faire, on lui a demandé de faire un peu le bilan et les perspectives de la chimie supramoléculaire, qui est cette sous-discipline de la chimie si importante et qu'il a mise en avant, découverte et qui lui vaut son prix Nobel. Voilà, donc ces cobaloximes sont tout à fait intéressantes. Et Lehn, en 1983, donc, avait montré qu'en effet, avec un réducteur sacrificiel, c'était peut-être déjà une amine, ce photosensibilisateur et cette cobaloxime, on pouvait faire assez facilement, système pas très stable, mais assez facilement de l'hydrogène à partir de l'eau. Voilà, donc dans le laboratoire, on a repris ces travaux et on a fait des systèmes un peu plus compliqués. En gros, dans un premier temps, on a produit cette molécule. Ici, vous voyez le lien entre la partie photosensibilisateur et la partie cobaloxime est un lien de coordination. Vous voyez, c'est une liaison cobalt-pyridine qui n'est pas d'une très très grande stabilité. On verra après qu'il faudra un peu la renforcer et qu'on peut le faire. Je ne rentre pas dans le détail. Et dans un premier temps, on a montré parfaitement bien que dans un premier temps, donc en milieu organique, eh bien, on pouvait éclairer ce système en présence d'un donneur d'électrons sacrificiels, et à ce moment-là, il y avait possibilité donc, de réduire, d'utiliser à la fois la partie photosensibilisatrice et la partie catalyseur pour réduire les protons en hydrogène. Alors, il y a des effets de solvant, je ne rentre pas dans le détail. Ces travaux sont, de mon point de vue, assez importants. Ils ont été publiés dans Gevante Chemistry en 2008. Ils sont importants parce que c'était le premier système photocatalytique pour la production d'hydrogène qui utilisait un catalyseur à base de métaux non nobles. La partie ici reste encore avec du ruthénium, mais la partie catalyseur est non noble, et avant, c'était surtout des métaux de type platine, rhodium, enfin, etc., qui étaient utilisés. Alors, il y a des effets de solvant. Ce qui est intéressant avec ce système, c'est que vous pouvez quand même le manipuler chimiquement. Vous voyez ici, c'est le nombre de cycles catalytiques qu'on rapporte. Précédemment, en fonction ça doit être oui, c'est ça, en fonction du solvant, en fonction de modifications apportées, soit dans la sphère de coordination du cobalt, soit ici ou là. Vous voyez, vous pouvez mettre des phényls, des méthyls, ici des méthyls et avec BF2, et à ce moment-là, vous avez des variations d'activité. Vous pouvez aussi, et ici on montre, oui, c'est je crois tout à fait important, on montre que le système supramoléculaire, c'est-à-dire où les deux entités sont au sein de la molécule, le système supramoléculaire est beaucoup plus efficace que les parties mélangées en solution. C'est ce qu'on montre ici, où vous atteignez plutôt une centaine de cycles catalytiques à comparer à une dizaine dans le cas du système de type Lehn. Donc on améliore très sérieusement l'efficacité. Par ailleurs, ici, vous voyez que des petites modifications du lien qu'il y a entre la partie photosensibilisatrice et le complexe, ici un azote, ici un oxygène, peut aussi considérablement changer, et on essaye de comprendre quel type de lien ici il faut entre le cobalt et le ruthénium pour améliorer le transfert d'électrons. On peut aussi moduler le système en changeant de photosensibilisateur. Ici, vous avez des exemples où on est passé du ruthénium à de l'iridium. On a amélioré sensiblement les activités. Et ici, on n'a pas fait un système supramoléculaire, mais des complexes de rhénium sont des très très bons photosensibilisateurs. Ils sont de plus en plus utilisés. Et là aussi, on améliore considérablement le système. Ce sont des travaux de 2008. Voilà. Alors, c'est effectivement le premier photocatalyseur à base de métal non noble pour la catalyse, qui est capable de faire des photoréductions de l'eau en hydrogène. Alors, ça a eu un certain retentissement.
ce travail, il doit beaucoup à un chercheur de mon laboratoire qui s'appelle Vincent Artero. Donc il y a eu pas mal de retentissement au point même que il y a eu, je crois que ça s'est arrêté, mais il y a eu pendant presque 1 an et demi une exposition hydrogène au Salon de la Découverte, au Palais de la Découverte, pardon, dans laquelle cette expérience était montrée, c'est-à-dire qu'on utilisait notre photocatalyseur pour produire de l'hydrogène qui était envoyé dans une pile à combustible et qui faisait tourner un ventilateur. Et Vincent expliquait la manip, il est là, et il expliquait même à Valérie Pécresse qui était venue regarder ses résultats, entre autres. Voilà. Quels sont les développements aujourd'hui de cette approche-là ? Il y a pas mal de travaux. Il y a plusieurs aspects. Ça peut aller dans le choix du photosensibilisateur, remplacer ce fameux ruthénium par autre chose qui est plus renouvelable, et puis changer les conditions de solvant, parce qu'évidemment, je l'ai dit, ça serait mieux de travailler dans l'eau. Là, par exemple, il y a un laboratoire américain de Dick Eisenberg qui est très actif dans ce domaine. Et vous voyez, c'est des travaux de, ça doit être fin 2008, où toujours avec un photosensibilisateur à base de métaux nobles, platine, mais avec le même type de catalyseur à base de cobalt, il a pu faire cette photoréduction de l'eau en hydrogène, mais dans un solvant qui contient une très grosse quantité d'eau. Et ça, c'est tout à fait, c'est une avancée. Et avec des rendements qui sont tout à fait intéressants. Étape suivante, et là c'est un travail qui a été publié en fin de l'année 2009, c'est de remplacer, maintenant, de rester dans l'eau et de remplacer le photosensibilisateur par des photosensibilisateurs organiques. Et là, c'est un gros développement aujourd'hui. Il y a des choses très intéressantes qui se passent aux États-Unis, en Chine, et nous-mêmes essayons de développer des photosensibilisateurs organiques, parce que là, on est dans le renouvelable. Et donc ici, c'est un exemple, vous voyez, dans le JAX 2009, je crois que c'est toujours Heisenberg, dans laquelle il montre avec, vous voyez, un nombre de cycles catalytiques tout à fait intéressant, avec des rendements quantiques qui sont encore un peu faibles, mais où il peut coupler une cobaloxime avec des composés organiques, des colorants organiques de type éosine, rose de Bengale, et ce sont des systèmes qui sont d'une relative simplicité et qui marchent assez bien. Donc ça, c'est une ouverture. Alors, un travail récent du laboratoire, c'est aller plus loin au niveau des catalyseurs et de renforcer le lien entre le photosensibilisateur et le complexe dans un système supramoléculaire. Et pour ça, il a fallu inventer ce type de catalyseur dans lequel, vous voyez, on a remplacé ce pont ici par un pont covalent. Donc donc à partir de la présence de ce méthylène ici, il est possible de faire de la chimie pour accrocher de façon covalente maintenant plutôt que par la sphère de coordination, enfin que par un lien de coordination, le photosensibilisateur, il est possible de l'accrocher par là. Alors pour le moment, on n'a pas fini le travail, on commence déjà à avoir des molécules dans lesquelles le photosensibilisateur est accroché par là, mais je n'en parlerai pas. Simplement, ce qui est intéressant ici, et vous voyez, c'est des travaux récents, c'est qu'en faisant cette simple modification, vous voyez, par rapport à ce type de catalyseur, on a très considérablement augmenté l'efficacité et la stabilité du catalyseur. Voilà, c'est ce que le PNAS indiquait. On est capable de créer des catalyseurs moléculaires qui peuvent supporter des conditions acides, qui ont une plus grande stabilité, des surtensions beaucoup plus petites et des cycles catalytiques plus grands. Donc vous voyez, là, la chimie est vraiment intéressante parce qu'elle montre bien que des toutes petites modifications,
de la sphère de coordination du catalyseur, de la sphère de coordination du photosensibilisateur, des liens de connexion entre le photosensibilisateur et le catalyseur peuvent de façon drastique changer les propriétés des molécules. Voilà. Une chose assez intéressante, c'est que dans le cas de ces catalyseurs, comme vous pouvez le voir, voilà la structure cristallographique. Il combine plusieurs choses. Il combine un site catalytique à base de cobalt où se fait la catalyse, proton, hydrogène. Il y a une partie ici où la fonctionnalisation devient possible. On peut y accrocher un peu n'importe quoi. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il y a un hydrogène. Et on a montré dans ce travail que cet hydrogène pouvait jouer un rôle très très important dans le mécanisme. Et en particulier, il est possible qu'une fois les protons... Enfin, ça peut être un site d'échange de protons qui permet le contact entre la solution et le site métallique. Donc ce proton s'accrocherait ici, on ferait l'hydrure, et la réaction de l'hydrure avec le deuxième proton pour donner l'hydrogène pourrait se passer dans la sphère de coordination du complexe, notamment grâce à ces ponts qui permettent les échanges de protons. Au niveau de photoréduction, je vais montrer quelques exemples. Alors Frédéric peut-être en présentera quelques-uns, donc je vais aller assez rapidement. Donc vous voyez, cobaloxime, même s'il y a des propriétés qui font penser aux hydrogénases, on est quand même très loin des hydrogénases, nickel-fer ou fer-fer. Bon. Il y a toute une communauté dans ce domaine, en Angleterre, en France, en Chine, aux États-Unis, qui s'attachent vraiment à améliorer ces petits catalyseurs à base de fer qui miment le site actif de la classe des hydrogénases à fer dont on a parlé la dernière fois. Alors à nouveau, vous revoyez ces hydrogénases à fer, donc c'est évidemment de la protéine à l'intérieur de laquelle vous voyez à la fois des clusters fer-soufre pour le transfert d'électrons, je l'ai déjà dit, mais ce qui est le plus important pour nous chimistes, c'est de regarder le site actif, et à ce moment-là, quand vous faites un zoom sur ce site actif, vous retrouvez, je l'ai dit, vous retrouvez les deux atomes de fer qui est maintenant, qui sont le site de la transformation des protons en hydrogène. Vous trouvez ce fameux ligand dithiolate avec une fonction amine ici, qui permet les échanges de protons, un petit peu comme notre diimine dioxyme de cobalt. Et vous savez que ce système a cette fantastique propriété de gérer des transferts d'électrons, puisque c'est une réaction redox, de gérer des transferts de protons, puisqu'il faut des protons qui arrivent ou qui partent, et de gérer des transports de gaz, comme l'hydrogène. Voilà, donc quelques exemples et vous montrer que ce sont des travaux extrêmement récents. La démarche est un peu la même. Donc là, vous avez par exemple en 2008 des gens qui ont combiné des systèmes, vous voyez, fer-fer, avec des porphyrines de zinc qui sont de bons photosensibilisateurs. Et là, c'est la même démarche, c'est-à-dire que, vous voyez, quand vous éclairez une solution qui a ici ce complexe 2 et vous rajoutez de la porphyrine de zinc, ici il n'y a pas la machinerie chimique pour complexer le zinc, donc il n'y a pas d'association entre la porphyrine de zinc et le complexe, et à ce moment-là vous n'avez pas de production d'hydrogène. A l'inverse, si vous avez introduit une pyridine ici, cette pyridine peut se fixer sur le zinc, et à ce moment-là, en mélangeant avec une porphyrine de zinc, TP zinc, vous avez de la production d'hydrogène. Donc, voilà, c'est un peu le même principe que ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Là, c'est pareil. À 420 nanomètres, vous avez un état excité de la porphyrine de zinc qui a un pouvoir réducteur suffisant pour réduire le complexe. Et à ce moment-là, la séparation de charge démarre. Vous avez un trou dans la porphyrine de zinc qui peut être complété par un réducteur, et vous avez réduit votre catalyseur qui a la possibilité de réduire des protons en hydrogène. Il y a des systèmes plus complexes, vous voyez, toujours des travaux récents, PNAS 2009. Ici, ce sont des complexes binucléaires de fer à nouveau,
avec des ligands triphénylphosphine. Et à ce moment-là, sur cette triphénylphosphine, vous pouvez introduire une pyridine. Et à ce moment-là, vous pouvez lier, par le même mécanisme que précédemment, une ou deux porphyrines de zinc. Et là aussi, vous avez des systèmes qui ont la capacité, en les éclairant et en présence d'un réducteur sacrificiel, de transformer les protons en hydrogène. Voilà tout un tas d'autres systèmes. Vous voyez, c'est des choses notamment en 2010. Des photosensibilisateurs à base de complexes d'iridium que j'ai déjà montré, des complexes de ruthénium, à nouveau le ruthénium BP, et puis avec des complexes binucléaires de fer qui possèdent des propriétés variables en fonction des environnements évidemment chimiques dans lesquels se trouvent les atomes de fer. Vous pouvez à nouveau modifier les sphères de coordination et tester tout un tas de complexes de fer. C'est ce qui est fait dans tous ces travaux. Là aussi, c'est la même chose. C'est cette combinaison de complexes photosensibilisateurs avec complexes binucléaires de fer. Et donc, on commence à avoir des résultats qui sont tout à fait intéressants avec plusieurs centaines de cycles catalytiques, aussi bien dans ce système-là que dans ce système-là, avec des donneurs d'électrons sacrificiels et avec de la lumière visible. Donc, les systèmes biomimétiques qui modélisent les hydrogénases rentrent maintenant en scène dans cette recherche qui est en plein développement. Toujours pareil, ici, ce sont des travaux qui prennent des complexes encore plus simples, des complexes fer-carbonyle. Vous voyez, c'est un travail là aussi récent. Des photosensibilisateurs à base d'iridium et puis un catalyseur aussi simple que Fe3CO12. On se demande un peu comment ça marche, mais ça a été rapporté dans Gevante Chemistry récemment. Voilà. Alors, il y a aussi des choses plus élaborées, et c'est là-dessus que je vais terminer. Et là encore, donc l'idée c'est, avec les systèmes vivants ont élaboré des machineries tout à fait intéressantes, que ce soit au niveau des photosensibilisateurs pour la collecte des photons et la séparation de charge, mais aussi pour les catalyseurs. Et très récemment, Goldberg aux États-Unis a beaucoup développé l'utilisation du photosystème 1 pour faire de la photoproduction d'hydrogène. Alors ce photosystème 1, à nouveau, notez bien que ce n'est pas le photosystème dans lequel se fait l'oxydation de l'eau en oxygène. C'est un élément dans la chaîne photosynthétique qui permet de rebooster les électrons en récupérant un photon. Et donc, ce système très complexe contient tout un tas de molécules, et en particulier un très grand nombre de chlorophylles, un très grand nombre de molécules de type bêta-carotène, pour collecter le plus large spectre solaire possible, et en particulier au niveau de appelons-le un pigment, qui absorbe à 700 nanomètres, qui lui aussi a la propriété, comme tout photosensibilisateur, d'avoir une orbitale dans laquelle un électron peut être excité, et qui est le point de départ de la séparation de charge. Et ces électrons sont ensuite envoyés le plus loin possible, à travers notamment en fin de parcours des clusters fer-soufre, et notamment le dernier ici, FB, j'y reviendrai. Alors, ce système a été très très bien étudié sur le plan
structurale, biologie structurale, sur le plan des mécanismes, sur le plan de la photophysique. Et voilà, on sait que ce photosystème absorbe de la lumière visible avec un très très bon rendement quantique, que la durée de vie de l'état de séparation de charge dans lequel vous avez un trou ici dans ce pigment et un électron ici a une durée de vie tout à fait importante, qui permet justement ensuite à faire des réactions. Et l'électron qui est ici, une fois qu'il est là arrivé sur ce cluster, se trouve à un potentiel de moins 580 millivolts, donc qui est suffisamment inférieur au potentiel de réduction des protons en hydrogène. Et à ce moment-là, évidemment, c'est un endroit où les électrons peuvent réagir avec l'eau pour donner de l'hydrogène, là aussi moyennant éventuellement un catalyseur. Et puis c'est un système robuste. Et donc il y a eu un certain nombre de très jolies choses qui ont été faites, et vous voyez les articles, c'est 2008, 2009, 2010, hein, donc c'est John Goldbeck qui a fait ce travail. Et alors, il a fait la chose suivante, vous voyez, il a pris une des sous-unités de ce photosystème 1, qui est en fait un assemblage de tout un tas de protéines, qui contient des clusters fer-soufre. Il les a enlevés et ensuite il a introduit par voie chimique un centre métallique 4 fer 4 soufre qui portait, et sur l'un des fers de ce fer-soufre, il a introduit ce dithiol, c'est-à-dire que par un bout de la chaîne, ce thiol s'accroche au cluster fer-soufre, et par l'autre bout de la chaîne, vous allez voir, il va avoir une fonction thiol qui va être capable de s'accrocher sur une nanoparticule métallique. Ici, dans un premier temps, il a choisi du platine, parce que là, il était assuré qu'il allait avoir de la réduction de protons en hydrogène. Mais vous voyez, c'est un magnifique système. Donc cette petite protéine PSAC, qui contient des éléments de synthèse, est ensuite introduit dans le reste du photosystème 1, notamment par le biais de l'ajout d'une autre sous-unité qui est PSA2. Maintenant, le photosystème 1 est complet, sauf qu'il a, vous voyez, cette chaîne hexane-dithiol avec un thiolate en bout de chaîne. C'est vraiment de la technologie là, de compétition, je dirais. Et ensuite, il accroche une nanoparticule de platine. La fonction soufre-platine ici est assez stable. Et à ce moment-là, avec des réducteurs sacrificiels, ça peut être des réducteurs chimiques ou des protéines, et en particulier la plastocyanine, qui est en fait dans le système vivant est bien le donneur d'électrons au photosystème, et bien en éclairant, il est capable de faire de la réduction de protons en hydrogène. De l'eau en hydrogène, c'est un assez beau système. Donc il a testé tout un tas de choses. Ça peut être des nanoparticules d'or, ça peut être des liens. Vous voyez, des liens entre la nanoparticule et la protéine qui peuvent être variables. Ici, c'est un autre type de liaison dithiol. Il peut utiliser de préférence la plastocyanine, et à ce moment-là, il peut avoir des activités qui sont tout à fait importantes, puisque les systèmes initiaux, vous voyez, dans l'histoire de cette stratégie, était autour de 0,025 micromol d'hydrogène par milligramme de chlorophylle par heure, et on en est dans les systèmes aujourd'hui les plus performants à 312. Donc on a quand même sérieusement pratiquement un facteur 10 000 amélioré les systèmes en touchant, en faisant cette stratégie biotechnologique et en combinant avec la chimie. Voilà. Encore plus amusant, un peu moins efficace, mais c'est un système qui utilise à la fois la même stratégie photosystème 1, mais maintenant le catalyseur, ici c'est plus une particule de platine ou d'or, c'est l'hydrogénase. C'est une hydrogénase, et là aussi, en faisant de la mutagénèse dirigée de l'hydrogénase, Goldbeck a été capable de lier maintenant le dithiolate à un des clusters fer-soufre qui permet le transfert d'électrons dans l'hydrogénase. Voilà, c'est assez joli. Néanmoins, on n'est pas au niveau de 312, on est plutôt au niveau de 3.
Mais voilà le type de choses qu'on voit aujourd'hui dans la littérature pour aller dans des systèmes qui sont quand même assez résistants. Ici, autre approche. Donc ça, c'est un travail de Oliver Lenz, qui est un des spécialistes des hydrogénases en Allemagne. Il a créé une protéine hybride par manipulation génétique, dans lequel vous avez donc une des sous-unités du photosystème est la partie hydrogénase. Hein, c'est une hydrogénase nickel-fer. Lorsque vous le mélangez au photosystème 1 dans lequel il manque PSAE, eh bien, il se passe une association parce qu'il y a une très forte affinité du photosystème pour PSAE et vous créez ce magnifique système, évidemment un peu complexe. Effectivement, il a été montré que lorsque vous éclairez ce système en présence d'un donneur d'électrons, eh bien, vous faites de la photoréduction de l'eau en hydrogène. Voilà, alors le contrôle, je ne sais plus très bien de quoi il s'agit, qu'est-ce qui a été enlevé pour le contrôle, mais voilà, donc vous mesurez vraiment de la production d'hydrogène. On peut aller encore plus loin. À ce moment-là, comme peut-être Christophe Léger vous l'avez montré, vous vous souvenez, on peut fixer des macromolécules biologiques sur des électrodes, et c'est ce qui a été fait ici, c'est-à-dire ce gros objet ici, photosystème 1 hydrogénase, peut être associé à une électrode. Par exemple, ici, la stratégie, c'est d'avoir une queue histidine, polyhistidine, et vous avez des complexes nickel-NTA sur l'électrode, et à ce moment-là, vous avez une association entre l'ion nickel et histidine, c'est une approche assez classique, et à ce moment-là, vous voyez, vous avez ce système dans lequel les électrons arrivent de l'électrode. Alors, je crois que dans les travaux les plus récents, un médiateur d'électrons rend le système plus efficace, parce qu'on pourrait imaginer que les électrons aillent directement de l'électrode au photosystème. C'est exactement ce qui se passe dans les hydrogénases. Vous savez, quand on met des hydrogénases sur des électrodes, vous avez un transfert direct de l'électrode à l'hydrogénase sans médiateur électrochimique. Ça, c'est très très intéressant. Mais ça, c'est parce que vous avez des clusters en surface qui peuvent permettre la connexion électrique avec le site actif. Ici, ça a l'air d'être un peu plus compliqué. Donc, les gens, pour le moment, travaillent. Vous voyez, c'est des travaux là aussi très récents avec des médiateurs d'électrons. Mais le système est là, c'est-à-dire vous avez des systèmes très stables avec des objets manipulés génétiquement qui n'existent pas naturellement, mais qui sont ces complexes photosystème 1 hydrogénase. Vous les éclairez et les électrons qui viennent de l'électrode font de la réduction de protons en hydrogène. Voilà, deux derniers systèmes que je veux discuter. Un système donc par un des grands spécialistes de l'électrochimie des hydrogénases, qui est Fraser Armstrong, qui est à Oxford, qui a publié ce travail en 2009. Eh bien, comment il a travaillé ici? Il a maintenant pris il a un système qui combine. Voyez, ici, vous voyez de l'oxyde de titane. Attention, cet oxyde de titane ici n'est pas, comme je l'ai montré dans le fameux article de Honda en 1972 de Nature, n'est pas utilisé comme photosensibilisateur. Il est utilisé comme site de comme élément de transfert d'électrons entre le photosensibilisateur et le catalyseur, et en même temps comme matériau sur lequel peut venir se fixer les hydrogénases. C'est une sorte de support, nanoparticules d'oxyde de titane sur lequel on peut venir fixer des hydrogénases. Donc, ce travail est très très intéressant. Bon, c'est une hydrogénase un peu particulière de désulfomicrobium baculatum. Elle est un peu particulière parce que simplement il y a une sélénocystéine dans le site actif. Je ne l'ai pas évoqué la dernière fois, mais c'est une sous-classe des enzymes à nickel-fer. Et il a combiné des complexes de ruthénium, des phosphonates ici. Alors pourquoi des phosphonates? Parce que c'est une façon assez classique aujourd'hui
d'accrocher des molécules à la surface d'oxyde métallique. Hein. Donc vous avez un lien entre ces phosphonates et l'oxyde de titane. Alors là, vous avez le même mécanisme, à savoir que lorsque vous éclairez, ce photosensibilisateur donc, passe à un état excité, les électrons sont devenus très réducteurs, ils passent dans la bande de conduction de l'oxyde de titane qui ensuite les envoie dans les centres fer-soufre qui les transfèrent jusqu'au site métallique où ils peuvent réduire les protons en hydrogène. Évidemment, à l'entrée, il faut des électrons et vous avez un donneur d'électrons sacrificiels. Ici, c'est le DTA, mais ça n'a strictement aucune importance. Donc, vous voyez un tel système, hein, c'est un système qui combine un photosensibilisateur, un transféreur d'électrons et une hydrogénase. Et Fraser Armstrong a testé tout un tas de complexes divers, de ruthénium, vous voyez même de platine. Et il y a un des complexes qui est, voilà, tous les composés sont là, et il y a un des photosensibilisateurs qui est très largement supérieur aux autres, c'est celui que j'ai entouré en rouge. Et comme vous le voyez, il a un très beau système qui fonctionne en éclairement de lumière visible, avec un donneur d'électrons sacrificiels, qui est très facile à préparer. Vous mettez des particules en suspension de TiO2, de l'hydrogénase, un photosensibilisateur avec du phosphonate, tout ça s'accroche sur la particule. Et puis vous éclairez et vous avez des activités tout à fait impressionnantes, 50 par seconde. Quand vous comparez pour la même réaction au cobaloxime ou au platine, c'est très supérieur. Ça, c'est parce que les enzymes sont très très efficaces dans cette réaction. Et puis vous avez une très grande stabilité du système. Vous voyez, il a été capable d'aller jusqu'à 10 000 cycles par hydrogénase. Hein, donc voilà, des systèmes assez sophistiqués, mais assez stables aussi. Voilà. Et le dernier travail dont je veux parler, c'est un travail de Chris Pickett en Angleterre, vous voyez, publié dans Angevant Chemistry en 2010. Donc ici, Chris Pickett a utilisé voilà, un phosphure d'indium, hein, ce sont ces particules ici, ce sont des nanoparticules fixées sur une électrode d'or. Ces particules sont liées entre elles par des dithiolates, hein, un petit peu comme on en a vu la dernière fois, et il a pris ces complexes binucléaires de fer. Donc là, on retrouve les complexes modèles des hydrogénases. À cause de ces soufres, ils sont capables, ces complexes, de s'accrocher aux particules, aux nanoparticules. Et vous avez ici le schéma réactionnel. À nouveau, ce matériau, qui est un semi-conducteur phosphure d'indium, peut être excité. Les électrons qui viennent de la cathode sont envoyés dans le trou. Les électrons excités ont le potentiel suffisamment réducteur pour réduire les protons en hydrogène. Le potentiel redox ici est suffisamment pour réduire moins 0,9 volts, c'est le potentiel du catalyseur, qui est lui-même un potentiel suffisant pour réduire les protons en hydrogène. Voilà, et donc, à ma connaissance, c'est la première photocathode qui est publiée, et Pickett a pu montrer qu'il était capable de mettre ça dans un dispositif avec une électrode de référence, une électrode de travail qui est cette fameuse électrode, avec or, cathode à l'or, phosphure d'indium, ce catalyseur, et une contre-électrode où se fait l'oxydation de l'eau. Bon, là, malheureusement, il n'a pas la cellule photoélectrochimique dont on rêve, puisque c'est du platine qu'il a ici, sur lequel se fait l'oxydation de l'eau en oxygène. Alors, voilà, donc j'ai terminé. Je voulais vous montrer tout ce qui existe aujourd'hui comme approche pour faire de la photoréduction de l'hydrogène. Donc, c'est la partie photocathode. Il faut vraiment une photocathode, je le répète, si on utilise des matériaux pour l'anode, pour la photoanode, qui sont de type oxyde de fer. Hein, vous avez bien compris pourquoi, à cause de problèmes de potentiel. Donc, il faut aller vraiment vers ces systèmes compliqués. La prochaine fois, c'est la partie photoanode qu'on
qu'on discutera, on regardera où on en est aujourd'hui. Il y a des développements très très intéressants sur la partie photoanode. Il n'y a pas que des oxydes de fer, on commence à voir même maintenant des photoanodes avec des systèmes modèles, des catalyseurs modèles du système photosynthétique. Voilà, on va continuer à progresser comme ça pour voir un petit peu où on en est et comment on peut construire cette fameuse cellule photoélectrochimique qui pourrait être utile dans un avenir proche. Et je vous remercie. Voilà, donc si vous avez quelques questions avant que Frédéric se prépare et vous montrer un peu où on en est de la chimie des modèles d'hydrogénase, qui est en plein développement un peu partout dans le monde, voilà, je suis ouvert aux questions. Sinon, on peut continuer à discuter après l'intervention de Frédéric.